C'est le 14 janvier 1946 que Harold Shipman est venu au monde. Il est venu au monde au Royaume-Uni et dans sa famille, il y avait ses parents, son père et sa mère, et 2 autres enfants. Son père était un routier et sa mère, elle, était mère au foyer. Au cours de sa jeunesse, Harold Shipman s'est montré être un sportif plutôt talentueux, que ce soit en rugby, en athlétisme. Il avait des bonnes notes à l'école, donc en soi une jeunesse classique, et même qui semblait montrer un jeune homme qui allait être destiné à accomplir de grandes choses. Et visiblement il a accompli des grandes choses, mais pas dans le bon sens du terme. Mais là, à ses 17 ans, un cataclysme le frappe. Sa mère est atteinte d'un cancer. Lui, totalement impuissant, reste à son chevet. Il la voit prendre de la morphine pour atténuer la douleur, mais ça n'arrange en rien son état. Et c'est le 21 juin 1963 que la mère de Harold Shipman s'est éteinte. 3 ans plus tard, ils trouvent l'amour et ils se marient. Le couple est plutôt heureux et d'ailleurs ils ont 4 enfants. Ils s'étaient mariés alors que Harold n'avait pas encore terminé ses études et plutôt que de se tourner vers une carrière sportive là où il était très talentueux, il s'est tourné vers une carrière qui a un peu germé dans sa tête en voyant sa mère qui n'allait pas bien, c'est la carrière de la médecine. En 1970, il a été diplômé, donc notre cher Harold était officiellement un médecin, et il a commencé d'abord à travailler dans une sorte d'infirmerie, puis en 1974, là, il est à son compte en tant que médecin généraliste. Sauf que là, il commence déjà à faire des trucs pas très légaux. Ce qu'il fait, c'est qu'il falsifie des ordonnances pour lui. En gros, il se dit, je fais des prescriptions de médicaments, alors qu'il n'y avait nullement besoin de ces dites prescriptions. Il n'a pas été condamné sévèrement, il a juste eu à payer une amende de 600 livres, et étant diagnostiqué comme quelqu'un d'addict aux médicaments, on lui a dit, frérot, tu vas faire une désintoxication, et on n'en parle plus. Il a continué, après sa désintoxication, à travailler en tant que médecin généraliste. Il avait son propre cabinet, il a acquis une petite réputation, il était respecté par les gens qui le côtoyaient. Il a fait des interviews, notamment sur un sujet concernant les malades mentaux, où il indiquait en gros, selon lui, comment il fallait traiter les personnes sujettes à ce type de maladie, des maladies mentales, au sein de la communauté, donc parmi la société. Donc vous voyez là, rien de bien chelou, rien de bien grave. À part une falsification d'ordonnance, tu te dis pas, ce mec-là, il va tuer des gens. Sauf qu'en mars 1998, une personne du nom de Linda Reynolds va parler à un homme qui fait des autopsies, j'ai oublié le nom du métier, mais en gros l'homme qui faisait les autopsies s'appelait John Pollard. Et en fait la femme elle dit, c'est quand même bizarre, il y a un sacré taux de mortalité parmi les patients de Harold Shipman. Donc bien qu'il est censé guérir des patients, étonnamment ces patients à lui, ils semblent tous mourir plus que chez d'autres médecins généralistes. Tu peux te dire c'est une coïncidence, parce que peut-être que les personnes qui vont voir Harold sont des personnes qui ont de plus graves maladies, des maladies plus sévères, et que les autres médecins ont des gens qui ont des maladies moins sévères, ou alors tu peux te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Le coroner, donc la personne qui fait les autopsies, qui est en lien avec la police, en a parlé à la police a fait une petite enquête, mais ils n'ont rien trouvé de suspect vis-à-vis d'Harold Shipman. Sauf que le cas Shipman est particulier, parce qu'on n'a pas de preuves formelles et tangibles qui pourraient l'inculper, mais il y a plein de rumeurs qui circulent autour de lui. Il y en a plein qui disent il a tué tant de personnes, il a tué tant de personnes, il a fait ci, il a fait ça. Donc, la police ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, quand je vous parle de rumeurs, il y a un chauffeur de taxi, John Shaw, qui dit qu'il a emmené régulièrement des personnes à aller consulter Harold Shipman, des personnes âgées. Ces personnes-là étaient en bonne santé, elles n'avaient pas de maladie grave à déclarer, peut-être qu'elles allaient juste voir Harold Shipman pour un mal de tête, sauf que ces personnes-là décédaient peu de temps après les consultations, alors qu'elles étaient sous traitement donné par Harold Shipman. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Bizarre. Ce qui est très frustrant dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas de détails sur les meurtres de Harold Shipman. C'est officiel que c'est lui qui est bien le meurtrier, mais on n'a pas beaucoup de détails parce que ce sont des meurtres, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment très atypiques. Pour vous expliquer, si on compare à d'autres histoires de meurtriers que j'ai pu faire sur la chaîne, on a pu voir des hommes qui cherchaient à duper leurs victimes, qui s'introduisaient chez elles, qui les poignardaient, qui faisaient des choses à leurs cadavres une fois que les victimes étaient décédées. Vous voyez, plein de choses comme ça, alors que Harold Shipman, lui, il tuait, si on peut dire, à distance. Il donnait une dose de médicaments à prendre, qui était une surdose, à ses patients. Les patients faisant confiance, c'est sûr, tu vas voir ton médecin, il te dit tu prends tel médicament, a priori tu fais une confiance aveugle à ton médecin, tu te dis pas il va me donner une surdose pour me tuer, tu te dis il me donne la dose adéquate pour être guéri. Et dans notre cas, Harold Shipman, il propose des surdoses,
le patient qui n'est pas du tout calé en médecine, il sait pas que c'est des surdoses, il les prend et du coup, c'est comme s'il se tuait lui-même, bien que ce soit l'œuvre derrière d'un marionnettiste bien malsain qui est Harold Shipman. Pour vous donner vraiment quelque chose de concret par rapport à ce que je vous dis, la dernière victime officielle, vous allez comprendre pourquoi je dis officielle, de Harold Shipman était une vieille femme, une personne âgée du nom de Kathleen Grundy. Elle a été retrouvée morte chez elle. C'est Harold Shipman qui était la dernière personne à l'avoir vue en vie. C'est lui qui a déclaré sa mort. Il a signé son certificat de décès et en cause de la mort, il a mis morte par vieillesse. Et en fait, c'est l'avidité d'Harold Shipman qui va le mener à sa perte. Je vous explique. En gros, la fille de cette vieille femme qui est décédée était avocate. Et l'avocat qui était en charge de l'héritage de cette vieille femme maintenant décédée a contacté cette fille et a dit il y a un truc bizarre dans le testament, c'est que certes il y a des choses qui vont revenir aux héritiers de Kathleen Grundy, la vieille femme, mais il y a une certaine somme d'argent qui est donnée à Harold Shipman. Et c'est ça qui intrigue un petit peu parce que la vieille femme, mis à part une relation médecin-patient avec Harold Shipman, ils n'étaient pas amants, ils n'étaient pas amis, il n'y avait aucune raison qu'elle donne autant d'argent, parce qu'on parle de plus de 300 000 livres, précisément 386 000, ce qui reviendrait actuellement en euros à 452 000 euros. Donc tu te dis, c'est pas une petite somme, presque un demi-million. Donc, sous les conseils de l'avocat en charge du testament, la fille de Kathleen Grundy est allée voir la police pour ouvrir une enquête, pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et du coup, pour mener à bien l'enquête, le corps de la vieille femme a été exhumé, c'est-à-dire qu'on a retiré le corps de son cercueil pour l'analyser. Et on a retrouvé dans son corps des traces d'héroïne à forte dose, et c'était un traitement qu'on donnait aux patients à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours actuellement, en phase terminale d'un cancer pour atténuer la douleur. Bizarre. Harold Shipman a été interrogé et lui, il affirmait que Kathleen Grundy, la vieille femme décédée, était une toxicomane. Il dit également, regardez, dans mes différents rendez-vous, dans son rapport médical, je l'avais indiqué, j'ai des commentaires qui vont en ce sens. La police dit, ok, on va regarder ça. Ils analysent donc l'ordinateur d'Harold Shipman, ils regardent un petit peu les fameux dossiers, sauf que là, petit couac, gros couac d'ailleurs, c'est que les fameux commentaires où il indique que sa patiente était une toxicomane, il les a écrits après le décès de sa patiente, il les a pas écrits pendant les fameux rendez-vous médicaux. Donc c'est comme s'il s'était dit, mince, faut que je trouve un alibi, du coup, pouf pouf, il modifie les rapports. Harold Shipman devient de plus en plus suspect, il était déjà un petit peu, là on monte encore d'un cran. Il est arrêté pour être interrogé, etc. On fouille son domicile et chez lui on trouve une machine à écrire. Une machine à écrire qui pourrait produire un type de document spécifique qui correspond exactement. Je vous fais patienter pour la révélation, mais en gros, avec la machine à écrire, on a une sorte de police d'écriture particulière. Et cette police d'écriture a été retrouvée sur le fameux testament de la vieille femme. Donc, en gros, après ou avant avoir tué sa victime, en tout cas pour sûr, il avait prévu de l'assassiner, eh bien, Harold Shipman avait dû voir que elle était assez fortunée, il s'est dit ok, je vais me servir un petit peu dans son portefeuille. Du coup, il a rédigé un faux testament. Peut-être qu'il était au courant de l'Ancien Testament. Il a recopié quelques paragraphes, notamment ce qui devait être donné aux héritiers de la vieille femme, mais il s'est rajouté dedans tranquillement en disant et moi je vais prendre un demi-million d'euros. Un journaliste a émis une théorie concernant cette fameuse trouvaille, le lien entre la machine à écrire qui était chez lui et le testament. Le journaliste pense que Harold Shipman voulait soit, parce que ça c'était une première qu'il fasse ce genre de choses, généralement il donnait des surdoses de médicaments et il faisait rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il était aussi difficile à arrêter. Mais en gros le journaliste pense que soit Harold Shipman voulait être arrêté parce qu'il n'arrivait pas du tout à contrôler cette double vie de médecin et de tueur, soit il voulait prendre un maximum d'argent pour quitter le Royaume-Uni, prendre sa retraite et mener la belle vie, loin de sa vie de criminel. Donc là, on a officiellement relié un meurtre à Harold Shipman. Enfin, un meurtre, un décès qui a été recatégorisé en meurtre. Du coup, la police se dit, mais si d'autres personnes qui ont été signalées comme décédées par Harold Shipman ne sont pas morts par accident de maladie, mais à cause d'une surdose de médicaments donnée par ce médecin. Est-ce que ce serait pas fou? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à creuser? Du coup, la police creuse dans ce sens-là. Et il trouve effectivement quelques petites données. Il trouve qu'il aurait assassiné 15 personnes. 15 personnes qu'il aurait tuées de la même manière que la vieille femme qui a permis de révéler cette affaire au grand jour, en faisant une surdose de médicaments, à chaque fois le même médicament, et en enquêtant encore un peu plus loin, la police se rend compte qu'à chaque fois, le mode opératoire de Harold Shipman était le même. Il tuait sa victime à distance, c'était lui ensuite qui certifiait le décès de ses victimes, et après ça, il falsifiait leurs dossiers médicaux en indiquant qu'ils étaient de base
en mauvaise santé. Alors que ça se trouve, le mec il venait pour un rhume, ok? Toi tu viens pour un rhume, il te dit t'inquiète pas, tu prends ça, tu prends, tu meurs. Après le mec il te dit ok, je modifie son dossier, je supprime le fait qu'il avait un rhume, en fait il avait un cancer phase terminale, ok? Donc officiellement, on lui a relié directement à peu près 15 meurtres. Il y en aurait beaucoup plus parce que il y a des statistiques, vous savez, des fois, il y a des statisticiens qui font des petites études en disant, bah tiens, là, le taux de mortalité, il est comme si chez les femmes, comme si chez les hommes, comme si chez les femmes entre tel et tel âge, comme si chez les hommes entre tel et tel âge, et à un moment donné, bah, il y a eu des sortes de fluctuations assez importantes. Donc, cet homme a tué tellement de personnes qu'il a joué sur ces fameuses statistiques. Il a eu un impact sur la démographie d'une population en soi. La plupart de ces victimes, c'était des femmes, et du coup, voici les noms, comme ça on va leur rendre un peu hommage, de ces victimes. Des victimes qu'il aurait fait entre 1995 et 1998. On aurait Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lillet, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Blanca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winfred Mellor, Joan Melia et enfin Kathleen Grundy. On voit que principalement ces victimes privilégiées c'était des femmes. Bon, pendant le procès d'Harold Shipman, il n'y a pas de surprise, il est déclaré coupable. Déjà coupable de 15 meurtres, mais en plus de ça de falsification de documents officiels. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, et le juge dit, ce mec-là, faudrait peut-être ne pas le libérer si à un moment donné, il peut faire une demande de libération anticipée. Bien sûr, au vu de ses actes, il a été radié de l'ordre des médecins. Harold Shipman a été envoyé en prison, pendant qu'il était en prison, il a fait copain-copain avec un homme comme lui. Pas vraiment comme lui, c'était pas un médecin au coin, mais il a fait copain-copain avec Peter Moore, un autre tueur en série qui était en prison. Apparemment, les chiens ne se lient pas d'amitié avec les chats. Étonnamment, bien que toutes les preuves menées contre lui, Harold Shipman, lui, il a toujours dit « je suis un innocent ». Et même sa femme, parce que rappelez-vous, il était marié, il avait des enfants, bah sa femme, elle n'a pas forcément demandé le divorce ou quoi que ce soit, elle a toujours nié la culpabilité de son mari, elle a toujours dit « mon mari est innocent ». Comme quoi cet homme devait pas avoir un comportement violent, parce qu'on voit qu'il tuait ses victimes à distance, hein, et il ne devait pas avoir un caractère violent avec ses proches, comme quoi il avait vraiment une double vie. Pour la petite anecdote, ce médecin-là, c'est le seul médecin de l'histoire au Royaume-Uni qui a été reconnu coupable de meurtre de ses victimes. Il n'y en a pas eu d'autres au Royaume-Uni. Dans le monde, sûrement qu'il y en a eu. Après, je dis reconnu coupable, c'est-à-dire qu'il a été jugé. Peut-être qu'il y a eu des médecins qui s'en sont sortis et qui avaient réussi à tuer leurs patients. Notamment un homme du nom de John Bodkins Adams, sauf que lui il avait été accusé d'un meurtre, du meurtre d'un patient, sauf qu'il avait été acquitté. Donc il n'avait pas été reconnu coupable de ce meurtre. Mais peut-être que si il était réellement coupable, bah ça aurait donné peut-être dans la tête de Harold Shipman une idée de comment faire pour tuer ses patients à l'aide de la médecine. La fin de l'histoire de cet homme est tragique parce que lui, il n'est pas encore en prison. Il ne patiente pas tranquillement dans sa cellule jusqu'à pouvoir être potentiellement libéré. Il s'est donné la mort la veille de son 58e anniversaire. Quelque chose de très compréhensible qui se passe justement avec le décès d'Harold Shipman, c'est que les familles des victimes se sentent lésées dans l'affaire parce que Harold Shipman n'aura du coup jamais avoué ses meurtres. Il n'aura jamais dit « oui, c'est moi, je sais que je suis foutu, j'avoue tout ». Du coup, il y a toujours un petit doute qui subsiste dans la tête des familles et c'est ça qui leur pose problème. Même dans son décès, cet homme a posé problème. Je vais vous dire pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi il s'est donné la mort. On pense pas qu'il s'est donné la mort parce que il était en mode j'en ai marre de la vie ou quoi que ce soit. Mais ce serait pour sa famille. Parce que s'il avait vécu plus de 60 ans, sa famille n'aurait pas pu toucher une certaine pension, un truc comme ça. Du coup, ce serait pour que sa famille puisse recevoir de l'argent. Et du coup, pour assurer la sécurité financière de sa famille. J'ai pas bien compris le truc, mais c'est quelque chose comme ça. Et là où son décès a posé problème, c'est que, même dans la mort, il était un peu problématique, c'est que, on a déconseillé à sa femme de l'enterrer de manière classique, parce que les autorités avaient peur qu'il y ait des représailles sur sa tombe. C'est-à-dire que il soit enterré dans un cimetière comme toute personne défunte, et que peut-être des familles des victimes ou des proches des victimes viennent le déterrer pour souiller son corps. Donc finalement, il a été incinéré. Et on ne sait pas où ses restes ont été déposés. Ça, c'est resté tenu secret, mis à part pour la famille. Gros détail assez intéressant concernant l'enquête sur Harold Shipman, c'est que son décès n'a pas arrêté l'enquête. On a continué un petit peu de se poser des questions. Il y a un détective qui s'est penché sur l'affaire et il a découvert quelque chose d'incroyable. Incroyable, mais d'un point de vue macabre. Officiellement, Harold Shipman a été reconnu coupable de 15 meurtres. Selon les trouvailles des détectives, Harold Shipman serait responsable de bien plus de décès. Dites un chiffre, comme ça. On passerait de 15 meurtres à 218. C'est pas la même.
Pendant toute sa carrière en tant que médecin, même quand il travaillait dans la sorte d'infirmerie, il proposait des surdoses de médicaments à ses patients, ce qui les tuait. On sait aussi qu'apparemment, il aurait volé de temps en temps des bijoux à ses victimes. Il aurait fait quelques petits larcins supplémentaires, comme ça. Vous voyez, donc cet homme était sûrement bien plus mystérieux qu'on ne le pensait. Le gentil médecin qu'on pensait voir en façade était beaucoup plus malsain que ce qu'il n'y paraissait. Et d'ailleurs, l'affaire qu'il concerne a changé des pratiques concernant la médecine au Royaume-Uni, dans le sens où des médecins ont été interrogés et ils disent que cette affaire a eu un impact sur leur pratique, pas de la médecine en elle-même, mais qu'ils faisaient maintenant très attention quand ils faisaient des ordonnances parce qu'ils avaient toujours peur de prescrire des surdoses. Parfois, ils devaient en prescrire parce que c'était comme ça, le patient en avait besoin, mais à chaque fois, ils avaient peur qu'en faisant cette prescription, leur patient décède et qu'ils se retrouvent un peu dans le même cas que Harold Shipman. Et là où Harold Shipman a également eu un impact, c'est que à son époque, les médecins généralistes, ils avaient leur cabinet, tu pouvais en avoir un, et tu avais qu'un médecin généraliste. Alors que maintenant, quand tu vas dans un cabinet médical, tu as plusieurs médecins. C'est rare d'avoir un cabinet médical maintenant où tu as qu'un seul médecin. Il y a également des questions supplémentaires qui ont été placées dans les formulaires quand on veut incinérer une personne. Et ces questions-là ont été placées justement à cause de l'affaire Shipman. Ces questions sont les suivantes. Savez-vous ou soupçonnez-vous que la mort de la personne décédée était violente ou contre nature? En gros, est-ce que tu supposes qu'elle a été assassinée? Deuxième question. Considérez-vous qu'il devrait y avoir un examen plus approfondi de la dépouille de la personne qui est décédée? Comme quoi, cet homme a en quelque sorte eu un fort impact au Royaume-Uni, alors que ce n'était pas quelqu'un qui semblait des plus violents de base. Alright. En 1918, à la Nouvelle-Orléans, il y avait un tueur qui prospérait du nom du tueur à la hache, ou l'homme à la hache, comme vous préférez. La seule chose qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme plutôt grand, parce qu'à chaque fois il était aperçu comme une grande silhouette, et que son arme de prédilection c'était une hache. Il arrivait à s'introduire chez les gens, dans leur maison, d'une manière très étrange, à tel point qu'on pensait que cet homme était un esprit. On ne savait pas réellement dire que ce tueur était un homme fait de chair et de sang comme vous et moi. Les gens, tellement cet homme était insaisissable, pensaient qu'ils avaient affaire à un esprit tueur. On est le 23 mai 1918, à la Nouvelle-Orléans. Monsieur Joseph Maggio et son épouse, du nom de Catherine, ont été assassinés à leur domicile qui était un appartement qui se situait juste au-dessus d'une épicerie. Le tueur a agi d'une manière assez inexplicable, c'est qu'il les a d'abord, paf, avec un rasoir, et après, alors que les deux personnes étaient déjà décédées, il les a massacrés avec une hache. Donc ce qu'on peut se dire déjà, en tant qu'enquêteur, toi-même tu sais, c'est que cet homme est quelqu'un de très violent s'il massacre les gens à la hache une fois qu'ils sont déjà morts. L'homme bien sûr s'était enfui, du coup on ne l'a pas arrêté. Et pour vous dire à quel point c'était violent, c'est que les têtes des victimes à qui on avait tranché la gorge étaient quasiment détachées de leur corps. Et là, petit cheveu dans la soupe, c'est que le mari, Joseph, quand les secours sont arrivés, il n'était pas mort. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de décrire l'agresseur parce qu'il est mort suite à ses blessures. Bien sûr, il se passe un truc comme ça, les gens se disent pas « c'est cool ». Il y a une enquête, les policiers arrivent sur les lieux et ils décident d'investiguer un petit peu, savoir ce qui s'est passé. Les policiers font une découverte, notamment sur une possible entrée du tueur. Ils remarquent effectivement que la porte arrière de la maison avait été découpée et qu'il y avait des vêtements tachés de sang, des vêtements qu'ils soupçonnent appartenir au tueur. C'est-à-dire que le tueur serait rentré par la porte arrière en découpant la porte, il aurait commis son crime, il aurait été taché de sang parce qu'il a fait gicler du sang partout, il est ressorti et il s'est dit mince, je suis sale, j'enlève mes fringues. Les policiers trouvent également une chose en plus, l'arme du crime, la hache. Néanmoins, la hache comme ça servait pas à grand chose. Tu savais, oui, ça a permis de dire effectivement qu'ils ont été massacrés à la hache. Aucun indice n'a été laissé par le tueur, et en plus de ça, aucun mobile logique ne semblait se présenter. Le tueur n'avait rien du tout volé. Donc on pourrait se dire que le mobile serait peut-être personnel, peut-être qu'il en voulait à ce couple, ou peut-être pas, peut-être qu'il s'est juste dit tiens, eux, ça ferait des bonnes victimes. Mystère. Le seul indice, le petit truc à se mettre sous la dent, c'est une écriture non loin du lieu du crime qui a été faite à la craie, où il y avait noté, on suppose que c'est le tueur qui a noté ça, Madame Joseph Maggio siégera ce soir, il suffit d'écrire Madame Towney. Pour le moment on comprend pas trop. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, on a trouvé l'arme du crime, celle qui a causé la mort notamment à Catherine Maggio. Le fameux rasoir, lui il a été retrouvé dans le jardin d'une propriété voisine. Ce rasoir il appartenait au frère de Joseph Maggio, du nom de Andrew. C'était un rasoir particulier parce que c'était un rasoir de barbier, profession qu'exerçait le frère de Joseph Maggio. Naturellement il est devenu suspect.
Son alibi, c'est que la nuit du crime, il était sorti faire une petite fête, qu'il est rentré chez lui la nuit, dans sa maison qui était juste à côté de là où vivait le couple qui a été assassiné. Il dit qu'il a entendu des bruits venir de chez son frère, mais qu'il était tellement saoul qu'il s'est dit qu'il allait pas aller voir. Andrew Maggio a été arrêté, mais il a vite été libéré parce qu'un témoin a dit avoir vu un homme tenter un peu de se camoufler non loin de la scène du crime le soir du meurtre, et que cet homme ne ressemblait pas du tout, de près ou de loin, à Andrew Maggio. Du coup, la police se dit, bon, c'est peut-être pas lui. On avance dans le temps. Le 27 juin, aux alentours des 7h du matin, John Zonka, qui était un boulanger, exerçait sa profession, il livrait ses produits, quand il a découvert le corps de 2 personnes, Louis Bessumer ainsi que sa maîtresse, Harriet Lowy, qui gisait dans une mare de sang. Il a appelé la police a enquêté, ils ont constaté que les 2 corps qui sont présentés là dans cette mare de sang semblent avoir été attaqués à la hache, et bien qu'ils n'étaient pas morts, ils avaient quand même échappé au pire parce qu'ils présentaient de très graves blessures à la tête. Comme pour le premier meurtre, il semblait que le meurtrier ait réussi à rentrer dans la propriété par une porte arrière en découpant la porte. Sur les lieux du crime avait aussi été laissée une hache en sang, bien en évidence dans la salle de bain, pas du tout camouflée, mais c'est tout. Encore une fois, aucun vol, aucun mobile logique n'était présenté aux enquêteurs. La maîtresse Harriet, quand elle a pu reprendre connaissance, a expliqué que leur agresseur avait la peau sombre et que c'était un homme grand. La police décide de ne pas la croire parce qu'elle semblait trop sous le choc pour pouvoir dire des choses qu'on pourrait croire. Elle semblait quand même pas mal divaguer. Et les enquêteurs avaient potentiellement raison de ne pas la croire parce que une fois que le couple, la maîtresse et Louis Bessumer, étaient remis sur pied, allait beaucoup mieux, ils ont décidé de revivre dans l'appartement où s'est passé le crime, qui était chez eux. Et le problème, c'est que Harriet, cette agression, ça lui a laissé des séquelles. Elle avait une partie du visage qui était totalement paralysée. Elle a donc décidé de faire une opération chirurgicale pour essayer de retrouver pleinement le contrôle de son visage. Sauf que cette opération a été un échec et du coup elle était ensuite quasiment mourante à la suite de cette opération qui était une opération très lourde. Et là, elle a encore une fois changé sa version. Elle ne disait plus que l'agresseur était un homme à la peau sombre et grand, elle disait que c'était son mec, Louis Bessumer. L'homme fut arrêté et emprisonné et il a eu un procès. Ce procès n'a rien donné parce que les jurés se sont dit « Attends, c'est compliqué que le mec, il se fracture lui-même le crâne. » Parce que je vous rappelle que Louis Bessumer était aussi une victime de cet incident. Donc les jurés, oui, naturellement, ils se disent « Attendez, il va pas se fracturer le crâne à la hache tout seul. C'est assez fou s'il fait ça quand même. » Du coup, il est déclaré innocent. Et les jurés, ils n'ont pas mis longtemps à le déclarer innocent, ils ont délibéré que 10 minutes. Donc c'était en gros, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? Innocent, levez la main, tout le monde a levé la main, ok c'est bon, emballé, pesé. On avance dans le temps. Le 5 août, Madame Edward Schneider, qui était une femme enceinte de 8 mois, donc presque arrivée à son terme, s'est réveillée à un moment donné en sursaut, elle ne sait pas pourquoi, mais ce qu'elle a vu à son réveil, c'est une silhouette presque fantomatique juste au-dessus de son lit. Totalement paniquée, elle a hurlé, mais là, un objet contondant est tombé sur sa tête. En quelques secondes, le silence a regagné toute la pièce, et peu après minuit, son mari, du coup, Edward Schneider, parfois je peux dire Madame Edward Schneider, ça veut dire l'épouse d'Edward Schneider. Donc Edward Schneider a trouvé le corps de sa femme. Il l'a retrouvée alors qu'il rentrait du travail, elle gisait dans son propre sang, totalement inconsciente. Elle avait une plaie énorme sur le visage, une plaie qui semblait venir d'un coup très violent parce qu'elle en avait même perdu des dents. Et j'ai dit qu'elle était inconsciente parce que oui, elle n'est pas morte. Les enquêteurs ont été appelés, ils ont investigué les lieux, ils n'ont pas trouvé d'armes comme sur les précédentes scènes de crime. Du coup, ils ont 2 théories. Soit le tueur a pris une lampe qui se trouvait à côté pour frapper la femme, mais tu te dis il a dû la frapper sacrément violemment pour la laisser dans l'état dans lequel il l'a laissée, ou alors il l'a frappée avec une hache, mais la hache il l'a ramenée avec lui. Fort heureusement, la femme a survécu à ses blessures, elle a pu donner naissance à son enfant sans aucun souci. Encore heureux que dans ce genre d'histoire, parfois on a aussi des petits points positifs. On avance encore un petit peu, le 10 août. Pauline et Marie Bruno, qui étaient 2 jeunes filles, des sœurs âgées de 16 et 13 ans, ont été réveillés par des bruits de coups qui ne venaient pas de leur chambre mais de la chambre de leur oncle. Oncle qui s'appelle Joseph Romano. Les 2 jeunes filles sont allées voir ce qui se passait, ils ont trouvé leur oncle qui avait reçu des coups à la tête. Il avait son crâne ouvert à 2 endroits différents, mais là, petit coup de chance, elles sont arrivées pendant que l'agresseur cherchait à s'enfuir, donc elles ont pu le voir un petit peu, voir à quoi il ressemblait. C'était un homme à la peau sombre, qui portait un costume noir et un chapeau qui tombait un peu sur son visage. Malheureusement, bien qu'encore conscient après l'agression, Joseph Romano est décédé suite à ses blessures. Comme pour les autres scènes de crime, aucun vol à déclarer, aucun mobile logique. Là on en est quand même à une certaine série d'agressions, forcément ça fait parler, du coup, parmi la population, ça commence un peu à paniquer quand même. Surtout que cet agresseur vient chez les gens pendant qu'ils dorment, personne
n'arrivent à vraiment trouver le sommeil, ils se disent tous mais attends, mais si je m'endors, ça se trouve le mec va venir, il va m'attaquer pendant que je dors. Se crée alors une sorte de tour de garde, si on peut dire ça comme ça, où des habitants de la ville décident à tour de rôle de veiller un petit peu sur la population. La traque de l'homme à la hache est lancée. Il y a un homme qui a fait une déclaration, un ancien détective italien du nom de John D'Antonio, qui va dire qu'en 1911, il y avait une série d'homicides qui avait été commis qui présentaient certaines caractéristiques similaires à ce qu'il y a actuellement dans la ville. Il ajoute à cela que l'auteur de cette série d'homicides en 1911 n'avait jamais été arrêté et que potentiellement l'individu qui avait commis cette série de crimes était peut-être le même. Il ajoute également son petit profil psychologique, il dit que c'est un tueur qui rôde, qui aurait une double personnalité, qui tuerait les gens sans motif, effectivement ça se tient, qui serait de jour, si on peut dire, un citoyen lambda totalement respectable, et de nuit, il laisserait parler ses pulsions meurtrières, à la manière un peu d'un Dr Jekyll et Mr Hyde. En gros, c'est un homme totalement sain d'esprit la journée, on lui donnerait la garde de nos enfants sans problème, mais parfois il a des pulsions meurtrières qu'il n'arrive pas à contrôler, et à ce moment-là, il devient fou et il commet ses fameux crimes. Comme dans beaucoup d'affaires où il y a justement une hystérie collective qui se crée, beaucoup de personnes se présentent à la police pour dire qu'ils pensent avoir vu le fameux tueur, l'homme à la hache. Certains trouvent des haches, ils disent « regardez, il était chez moi, etc. etc. » Il y a plein de rumeurs qui se créent autour de cette affaire. Par exemple, il y a une rumeur qui est née qui disait que ce fameux tueur rôdait dans les rues déguisé en femme. On dit par exemple qu'un 21 août, un homme a sauté une clôture, qu'il était armé d'une hache, donc naturellement, vous voyez ça participe au développement de cette hystérie collective. Et ça participe tellement que les policiers commencent à se dire que peut-être la peur fait dire des bêtises aux gens. Ça les fait voir des choses qu'ils ne verraient pas forcément en temps normal. Par exemple, tu vois un mec qui a un manteau noir, tu vas dire mon Dieu, mais c'est lui, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste ton voisin. Et vous voyez, il y a eu plein de témoignages comme ça, de personnes qui pensent avoir vu l'homme et tout. Si on se dit que toutes ces rumeurs sont vraies, donc ça veut dire que le tueur à l'arrache aurait eu plein d'occasions ratées, du jour au lendemain, l'homme a disparu. Il y avait toujours quelques petits témoignages par-ci par-là, mais cette affaire s'est un peu éteinte, si on peut dire. Plus grand monde commençait à en parler, on n'avait plus retrouvé forcément de corps qu'on pourrait lui associer, donc c'est comme si en fait cet homme s'était volatilisé, qu'il avait mis fin à sa série de crimes macabres. Mais une nuit, monsieur Giordano, qui était épicier, a entendu des cris venir d'une maison voisine. Une maison qui appartenait à la famille Cortimiglia, et où il s'était passé quelque chose qu'on pourrait qualifier comme crime de l'homme à la hache. Comme si, là, sur cette famille, il venait d'indiquer qu'il était toujours en vie, toujours présent et toujours prêt à faire plus de victimes. L'épicier s'est rendu du coup chez la famille, et il a trouvé dans la maison Rosie, la mère de famille, gravement blessée à la tête et qui tenait entre ses mains sa petite fille décédée. Derrière elle, il y avait son mari qui gisait sur le sol, qui lui était dans une mare de son propre sang. La famille a été emmenée à l'hôpital, ils ont été pris en charge, et encore une fois, les enquêteurs se sont rendus sur place. De un, ils se sont dit, mince, on pensait que cette affaire commençait à être classée, et là, on doit reprendre du service par rapport à ça. Donc ça veut dire que cet homme n'est pas mort, il n'a pas arrêté, il s'est pas enfui, il n'a pas quitté le pays, il est toujours là. Et de deux, il bloque encore, il bute en touche, parce que, comme pour les crimes précédents, il n'y a pas d'indice. Mis à part l'arme du crime, la fameuse hache et une porte arrière qui avait été découpée. Les enquêteurs ne savent pas comment avancer. Ils se disent qu'ils ont en face d'eux un homme organisé, qui sait ce qu'il fait, un homme fou qui plus est, qui a une passion pour le meurtre. La terreur qui commençait un peu à se dissiper se redéveloppe énormément parce que là maintenant les gens se disent que ce tueur peut aussi s'en prendre aux enfants. Du coup, on repart un peu dans la même période de terreur qu'on avait juste avant, c'est-à-dire les gens qui pensent voir quelqu'un qui serait le tueur, etc., etc. Et là, l'affaire va avancer un petit peu. On va avoir des éléments, mais ça va pas permettre de la résoudre. C'est que la mère de famille, une fois qu'elle est remise de ses blessures, elle parle. Et ce qu'elle dit, c'est encore quelque chose d'assez fou. Elle dit que la personne qui l'a attaqué, c'est ni plus ni moins que l'épicier qui vivait à côté, qui l'a retrouvé, ainsi que son fils. C'est quelque chose que les enquêteurs ont du mal à croire parce que l'épicier en question, il était assez âgé, 69 ans et en mauvaise santé, donc il pourrait pas attaquer une famille comme ça. Et le fils, lui, était un homme grand et très imposant, mais trop imposant. Tellement imposant qu'il ne pourrait pas passer par les portes, par les issues par lesquelles le meurtrier passait. Mais là, il va se passer un peu un coup de théâtre. Parce que, bien que le mari de la femme qui avait survécu, qui tenait son enfant, lui aussi était vivant, lui il a parlé aussi et il a dit que ce que sa femme disait c'était du bullshit. Mais bien que lui-même disait ça, les policiers ont quand même arrêté l'épicier et son fils. Ces deux personnes ont été condamnées, mais pas à n'importe quelle peine. Le fils a été condamné à mort par pendaison et l'épicier, le père,
a été condamné à la prison à vie. Après que la condamnation ait été déclarée, pas qu'elle ait été exécutée, qu'elle ait été déclarée, le père de famille et la mère de famille qui ont subi cette dernière agression ont divorcé. Parce que le père de famille ne pouvait pas se dire qu'il allait vivre comme ça encore avec une femme qui mentait. Et effectivement, peu de temps après ça, la femme a avoué qu'elle mentait et qu'elle a dit ça par jalousie. Fort heureusement, tout ça a été entendu avant que la sentence ne soit appliquée, la sentence à mort et la sentence de prison à vie, et du coup, l'épicier et son fils ont pu être relâchés et reprendre leur vie tranquillement. Encore un peu plus tard, un rédacteur en chef d'un journal a reçu une lettre écrite par un homme qui semblait très prétentieux et qui se revendiquait comme l'homme à la hache. Voici ce que cette lettre disait. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, Néo-Orléanais, et votre folle police appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurais envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leur investigation dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé. Moi et sa majesté satanique, Francis Joseph, etc. Qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, Néo-Orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles. Ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition à vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargné. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis, et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé, l'homme à la hache. C'est une sacrée lettre, hein. C'est très bien écrit, ça met des gros coups de pression. Après, c'est possible effectivement que ce soit un charlatan qui veut juste s'attirer un petit peu de notoriété. Bien sûr, la lettre a été publiée et ça n'a pas laissé les gens de la ville indifférents. Certaines personnes commençaient déjà à prévoir d'appliquer ce que l'homme disait, c'est-à-dire avoir un groupe de jazz qui jouait chez eux la date en question. Et bien que cette lettre assez effrayante en a terrorisé certains, d'autres ont décidé de ne pas se laisser faire. Les personnes les mieux armées de la ville, par exemple, ont décidé de diffuser des lettres dans les journaux, invitant l'homme à la hache à venir chez eux pour les confronter. Vient le jour fatidique, et beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Orléans faisaient la fête comme si leur vie en dépendait, parce que pour eux, leur vie en dépendait. Je peux vous dire qu'il y avait des groupes de jazz de partout. Toute la nuit, la ville a vécu au rythme du jazz, et le jour s'est levé ensuite, on a fait un peu les comptes, et personne n'était mort. Là, les théories vont naître, soit l'homme à la hache était content de ce qui s'était passé, du coup il n'avait tué personne, soit tout ça n'était qu'une vaste mascarade. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, pendant 10 mois, on n'a plus entendu parler de cet homme. Je dis bien pendant 10 mois parce qu'il s'est effectivement repassé quelque chose. Un épicier, Steve Boca, s'est réveillé en plein milieu de la nuit, et ce qu'il a vu, c'est une silhouette sombre tenir une hache. Et quelques secondes plus tard, quand il a vu la hache lui retomber dessus, il est sombré dans l'inconscient. Traduction, il se l'est pris dans la tronche, il est tombé inconscient, c'est normal. Plus tard, il est revenu à lui, il s'est dirigé vers la maison d'un de ses amis, alors que du sang dégoulinait de son visage, et une fois qu'il est arrivé à destination, il s'est évanoui de nouveau. Cet ami l'a pris en charge, il a appelé la police est allée au domicile de cette nouvelle victime, et encore une fois ils ont trouvé les mêmes indices qu'à l'accoutumée. La porte arrière découpée, la hache ensanglantée laissée sur les lieux, et encore une fois, rien d'autre. Pas de vol, rien du tout. La victime s'est remise de ses blessures, mais il a été victime d'une perte de mémoire, et la ville, elle,
était de nouveau paniqué en se disant que l'homme à la hache était de retour, encore une fois. Il y a eu encore plusieurs agressions, ratées ou réussies. Par exemple, une femme qui a été agressée dans son lit, un pharmacien qui a vu un homme pénétrer chez lui, il lui a tiré des coups de feu, l'homme s'est enfui et sur place il a laissé une hache. Du coup, encore une fois, une série d'agressions. On va pas aller dans le détail parce que le mode opératoire est toujours le même, vous avez compris. On va directement avancer vers la dernière agression. Le 27 octobre 1919, encore une fois un épicier, Mac Pipiton, a été massacré dans son lit. Sa femme n'était pas avec lui, elle était dans une autre pièce, dans une autre chambre, avec ses 6 enfants, et elle a été réveillée par un bruit qui l'a un peu interloqué. Elle est allée voir ce qui se passait. En arrivant dans la chambre où se trouvait son mari, elle a vu un homme, une grande silhouette sombre, qui avait une hache à la main. Elle a vu son mari avec le visage déformé, qui gisait dans son propre sang. D'ailleurs, du sang avait été projeté sur les murs autour de lui, et la silhouette s'est enfuie par la fenêtre. Les enquêteurs sont arrivés, même constatation que d'habitude, mais sauf que là, à partir de ce moment-là précisément, on n'a plus jamais entendu parler de l'homme à la hache. Pourtant, ça faisait un moment que cet homme exerçait sa passion macabre. Les enquêteurs avaient tenté d'avancer, ils avaient interrogé beaucoup de monde, reçu beaucoup de témoignages, de déclarations, mais ils étaient aussi avancés qu'au premier jour de l'enquête, c'est-à-dire, à part les peu d'indices qu'il y avait sur la scène de crime, et voilà ce mode opératoire similaire, ils n'avaient rien du tout. À l'image un peu d'un Jack l'Éventreur, on ne sait pas qui est l'individu derrière cet homme à la hache, puisqu'il n'a plus jamais refait parler de lui, d'une quelconque manière derrière tout ça. Ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que on avait affaire à un tueur paranormal, comme l'homme à la hache prétendait, quelque chose qui vient des enfers, du coup quelque chose qui peut disparaître et venir sans laisser de traces, ou est-ce qu'on avait affaire à un homme qui peut-être a eu un accident, il est mort sur le coup, et du coup ça a mis fin comme ça à sa série de crimes. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Né en 1943, le troisième d'une famille de 5 enfants, né avec un père qui a été porté sur la boisson et d'une mère très autoritaire, le jeune John Robinson n'a pas eu une enfance des plus faciles. Néanmoins, il semblait se tourner vers une carrière destinée à autrui. Il a commencé en étant scout, dans un groupe de scouts qui a même voyagé à Londres pour se présenter à la reine Elisabeth II. Plus tard, il a intégré une école en vue de devenir prêtre. Là, il a été renvoyé pour cause de mauvaise conduite, il avait de gros problèmes disciplinaires, du coup il a voulu se reconvertir encore une fois, il a intégré une autre université où là il a entamé des études de médecine pour devenir un technicien médical spécialisé dans les rayons X. Donc on voit bien qu'il a eu une carrière plutôt tournée vers autrui, d'abord dans la religion, ensuite dans la médecine. Sauf que ses ambitions envers les autres personnes qu'il peut côtoyer vont drastiquement changer. Est-ce qu'il avait déjà ses pensées quand il était jeune ou pas? Ça on ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir avec ce criminel-là, John Robinson, c'est qu'il n'a pas commencé sa carrière par des meurtres. Il a commencé sa carrière d'abord en détournant de l'argent. La première chose qu'il a faite, c'est se faire embaucher en tant que technicien médical spécialisé en rayon X dans un cabinet médical. Et ce qu'il a fait à ce cabinet médical, c'est qu'il a détourné 33 000 $. Sauf qu'il y avait un petit hic dans l'affaire, c'est que lui n'avait jamais été diplômé de son université de médecine. Donc il n'était pas habilité en soi à occuper le poste qu'il occupait dans ce cabinet médical. Donc il avait fait un détournement d'argent, et en plus de ça, il avait fraudé, menti sur son CV. Il a été condamné à 3 ans de probation, ça c'était en 1969, mais un an plus tard en 1970, John Robinson a violé sa probation. Il a quitté Kansas City pour se rendre à Chicago sans l'autorisation de son officier de probation. Donc il était encore une fois en infraction. Sauf qu'il n'a pas été arrêté de suite. Il a eu le temps de se trouver un nouvel emploi, un emploi de commercial. Et quand il a été arrêté un an plus tard en 1971, il n'a pas été arrêté pour avoir violé sa période de probation, pas du tout. Il a été arrêté parce qu'encore une fois, il avait détourné des fonds de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Déjà, par rapport à ce qu'on peut voir ici, on voit que John Robinson a un petit problème avec l'argent. Du coup, là, sa période de probation a été augmentée. Elle a été plus de 3 ans, ce qui fait qu'il aurait dû normalement ne plus avoir cette période en 1972, et elle a été augmentée encore une fois de 3 ans, donc elle devait se terminer en 1975. Il va encore avoir des problèmes de détournement de fonds, encore une fois derrière. Petit aparté, si vous ne savez pas ce que c'est que du détournement de fonds, en gros, moi, admettons, je travaille pour une entreprise. En fait, l'entreprise va gagner de l'argent parce qu'admettons, elle vend des produits, et moi, je vais voler un peu d'argent comme ça pour la mettre dans ma poche. De l'argent qui appartient à l'entreprise, qui n'est pas mon salaire. Et John Robinson, on sent que c'est un criminel déjà un peu endurci. Il a quand même pas mal
pas d'expérience, mais de volonté à vouloir rester dans cette carrière illégale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a refait du coup du détournement de fonds derrière, avec une entreprise qu'il a créée, où il se présentait comme étant un consultant médical dans la ville de Kansas City. Là, il arrivait à leurrer ses victimes tout simplement parce qu'il ne les rencontrait pas en face à face. En fait, il arrivait à les tromper par téléphone ou par courrier. Je vous l'ai dit, Internet n'est pas encore utilisé par le grand public à ce moment-là. Mais on va y venir, vous inquiétez pas. C'est donc en 1979 que John Robinson a complété sa période de probation. Il n'est plus surveillé comme il l'était auparavant. Néanmoins, il refait du détournement de fonds. Effectivement, je sais ce que je dis. Il s'arrête pas, ça lui sert jamais de leçon. Alors, on peut avoir plusieurs théories. J'ai pas les données précisément, mais soit il a des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'il dépense beaucoup plus que ce qu'il ne gagne, soit il a des dettes à payer à quelqu'un, à une entreprise, s'il a fait des prix, ce genre de choses, mais on dirait qu'il a besoin de grosses sommes d'argent rapidement. Je pense pas qu'il vole de l'argent pour s'enrichir personnellement et se dire après je me la coule douce, parce qu'il vole jamais de très grosses sommes. Il vole pas 1 million de dollars comme ça, il vole 30 000 par là, 20 000 par-ci, vous voyez, c'est des petites sommes, peut-être pour renflouer un peu les caisses. On peut avoir une explication potentielle que je vais vous présenter juste après. Donc notre homme passe 60 jours en prison parce qu'il s'est refait arrêter pour détournement de fonds, et une fois qu'il sort, il décide de recréer une entreprise. Là, c'est une entreprise un peu d'agriculture, où il fait des cultures hydroponiques. Très rapidement, en gros, ce sont des cultures hors sol. Les plantes qu'il cultive ne sont pas directement dans la terre, il arrive à les élever un peu plus artificiellement, si on peut dire. Son entreprise n'est pas encore rentable, du coup il demande à un de ses amis de lui prêter 25 000 $. Mais il ne demande pas 25 000 $ pour son entreprise. Il demande 25 000 $, et justement, c'est par rapport à la raison que j'évoquais juste avant, il dit que c'est pour prendre en charge les frais médicaux de sa femme mourante. Donc là, on pourrait se dire que tous ces détournements de fonds seraient pour un motif plutôt, pas honnête, mais plutôt juste, si c'est pour entretenir sa femme. Peut-être que c'était pas ça du tout. Il a promis à ce fameux voisin qu'il allait retrouver son argent, qu'il allait en revoir la couleur, avec les bénéfices faits par son entreprise, sauf que bien sûr, vous vous en doutez un petit peu, il n'a jamais revu la couleur de cet argent. Et c'est là que le comportement de notre homme va commencer un petit peu à devenir tendancieux. Sa femme étant malade, elle ne peut pas le combler dans sa relation de couple, c'est-à-dire dans tout ce qui est relation physique, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, qu'est-ce que John Robinson s'est dit qu'il allait faire? Est-ce qu'il va aller dans les toilettes pour se soulager en solitaire? Pas du tout. Il se dit, mais attends, à côté de chez moi j'ai des voisins, ces voisins, ils ont des femmes. Donc pourquoi ils pourraient pas me prêter leurs femmes? C'est plutôt tordu, non? Bah c'est ce qu'il a fait. Il allait voir les femmes de ses voisins et il disait, est-ce que ça te dirait que toi et moi, on passe la nuit ensemble? Bien sûr, les femmes disaient non, et d'ailleurs, il y en a certaines qui reportaient justement ces demandes assez particulières à leur mari, et ça a valu une petite droite dans la tête de John Robinson, de la part d'un de ses voisins. Et en plus de cette attitude tendancieuse, il a commencé à développer un penchant pour un domaine très particulier, le domaine du BDSM, c'est-à-dire du sadomasochisme. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inscrit dans un culte mettant en valeur ce domaine-là. Ce culte portait le nom qui en dit pas beaucoup, mais qui veut quand même dire beaucoup de choses, le culte international des maîtres. Vous savez peut-être pas, mais dans le monde du BDSM, il y a un soumis et un dominant. Le dominant donne des ordres au soumis, le soumis doit respecter les ordres donnés par le dominant. Et dans ce fameux culte, John Robinson a eu un rôle qui lui a donné le nom de tueur qu'on connaît de lui aujourd'hui, le nom de Slave Master, le maître des esclaves. Son rôle dans cette organisation très malsaine, c'était de leurrer des victimes pour les amener aux autres membres de l'organisation, pour que ces personnes-là, les fameux maîtres, torturent les jeunes victimes et abusent d'elles. Oui, effectivement, c'est une organisation totalement illégale. Et déjà aimant faire souffrir ses victimes par le biais de cette organisation, John Robinson va encore une fois développer cet aspect de sa personnalité. C'est en 1984 qu'il va commettre son premier meurtre. Il continuait toujours dans ses détournements de fonds, dans ses fraudes. Il avait 2 entreprises qu'il utilisait pour gagner de l'argent mais de manière totalement illégale. Et au sein d'une de ces entreprises, il a embauché une jeune femme du nom de Paula Godfrey, âgée de 19 ans. Elle devait travailler en tant que commerciale, et un jour, cette jeune femme a dit à sa famille et à ses amis que son patron, Robinson, l'envoyait pour suivre une formation quelque part. Sauf qu'à partir de là, problème. Silence radio de Paula. On n'entend plus du tout parler d'elle. Bien sûr, les parents de Paula se sont inquiétés. Ils ont déclaré à la police qu'elle avait disparu, la police a mené une enquête, ils ont interrogé Robinson, et Robinson a dit « Moi je sais pas où elle est ».
Mais quelques jours plus tard après sa déposition, les parents de Paula Godfrey ont reçu une lettre signée de leur fille disparue, qui avait été écrite à la machine à écrire, donc on ne peut pas reconnaître si c'est bien son écriture ou peut-être l'écriture de quelqu'un d'autre, donc un document totalement faux, où dans cette lettre il était indiqué qu'elle avait décidé de partir, de vivre sa vie tranquillement, et que du coup elle allait très bien et qu'il n'y avait pas besoin de la chercher. Mais dans cette lettre-là, petit indice, elle dit qu'elle remercie John Robinson pour tout ce qu'il a pu faire pour elle. La police a pris le document tel quel et ils se sont dit, bon, ok, affaire classée. Ils ont classé cette affaire rapidement parce que Paula Godfrey était en âge légal de pouvoir prendre ses décisions elle-même. Vous voulez que je vous dise ce qui lui est arrivé? Elle s'est faite assassiner. Comment? On ne sait pas. Et où elle est? On ne sait pas. On n'a jamais retrouvé la moindre trace de son corps. On avance un petit peu dans le temps un an plus tard, en 1985. Là, John Robinson utilise un faux nom, John Osborne. Et pendant qu'il visitait un foyer pour sans-abri, il a rencontré une jeune femme avec sa fille. Cette femme s'appelait Lisa Stasi et sa fille Tiffany n'avait que 4 mois, donc elle était vraiment très jeune, c'était vraiment un petit bout de chou. John Robinson, ou John Osborne comme il se faisait appeler à l'époque, a utilisé un moyen pour leurrer la femme qui recherchait un abri. Il lui a vendu tout simplement du rêve, parce qu'une femme comme ça, avec un bébé, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut travailler pour avoir un logement, pour combler les besoins de sa fille. Donc John Robinson lui a dit, je vais te donner un travail à Chicago. Mais pas que. Il lui vend vraiment du rêve, il lui dit tu vas avoir un travail, mais je vais aussi te donner un logement, et je vais aussi te donner de quoi subvenir aux besoins de ta fille, vraiment la totale. Mais il fait quelque chose d'assez étrange, après lui avoir promis mondes et merveilles, c'est qu'il lui demande de signer plusieurs papiers, mais des papiers totalement vierges. Pourquoi? À quoi ça pourrait servir? Si on fait le lien avec son premier meurtre, on peut se dire que potentiellement ça pourrait servir à réaliser des faux documents en faisant croire que ce serait Lisa Stasi qui les aurait écrites. C'est possible, hein. Si vous voulez mon avis perso, pour moi, c'est ça. C'est un moyen un peu d'assurer un backup pour lui une fois qu'il l'aura assassiné. Parce que oui, elle va se faire assassiner. Comment on le sait? Parce que cette fameuse Lisa Stasi a disparu dans la nature. Elle demeure encore totalement introuvable. Aujourd'hui, on ne cherche plus une personne vivante, on rechercherait plutôt son corps, sa dépouille. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que, quoique peut-être pas si surprenant que ça, c'est que John Robinson n'a pas assassiné le petit bébé. Il a contacté son frère, qui était marié, et fort heureusement à cette période-là, fort heureusement pour John Robinson, ce fameux frère cherchait à avoir un enfant avec sa femme, sauf qu'il ne pouvait pas en avoir de manière biologique, du coup il voulait adopter, mais malheureusement il n'arrivait pas à adopter, du coup ça tombait bien pour lui de se dire, bah tiens frérot, j'ai un bébé, si tu veux, que tu peux adopter, je te le fais adopter contre 5000 $, juste voilà pour les frais de dossier et tout, parce que, histoire de payer des petites charges par-ci par-là. Il ajoute que la mère du bébé s'est donné la mort, et bien sûr le frère avec sa femme, ils sont très heureux, ils acceptent sur le champ, et là, John Robinson va encore une fois agir dans l'illégalité en produisant des faux documents, des faux papiers d'adoption. On avance encore un peu dans le temps en 1987. Catherine Clampett, âgée de 27 ans, laisse son enfant avec ses parents pour partir à Kansas City et essayer de trouver un emploi. Là-bas, elle fait la rencontre d'un homme qu'il ne faudrait surtout pas rencontrer. Vous savez de qui on parle? John Robinson. John Robinson, comme pour ses autres victimes, lui promet mondes et merveilles, il lui dit « Je vais t'acheter une garde-robe, tu vas avoir un emploi où tu seras bien payé, tranquille, la vie de rêve. » Et au mois de juin de 1987, pouf, la jeune femme disparaît totalement. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On suppose fortement que John Robinson l'a assassinée, mais encore à l'heure actuelle, son dossier est ouvert et il est encore recherché sur le papier, même si on sait potentiellement ce qui lui est arrivé. Après cette date de 1987 à 1993, John Robinson ne commet aucun crime. Pour la simple et bonne raison qu'il est en tôle. En tôle parce qu'il s'est fait gauler pour toutes ses fraudes avec toutes ses entreprises. Et là-bas, il va réussir à leurrer quelqu'un en prison. Comme quoi cet homme devait être aussi sacrément intelligent. Et cette fois-ci, la personne qu'il arrive à leurrer, c'est une femme, Beverly Bonheur, qui est âgée de 49 ans, qui travaille dans la prison, qui est la libraire de la prison. Robinson lui a promis un nouveau travail avec un bon salaire, un meilleur salaire qu'elle n'avait déjà, une meilleure vie, et Beverly Bonheur a accepté et a décidé de quitter son mari qui lui était médecin dans la prison, et une fois que John Robinson a été libéré, elle l'a rejoint pour travailler pour lui. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est assez creepy dans cette affaire-là spécifiquement, c'est que les parents de Beverly Bonheur lui ont envoyé de l'argent, une sorte de petite pension alimentaire. Elle l'encaissait, et quand bien même elle a été décédée parce qu'assassinée par John Robinson et que ses proches ne savaient pas, bah c'est John Robinson lui-même qui encaissait la pension alimentaire. Et il a encaissé cette pension alimentaire pas pendant une semaine ou pendant quelques mois, pendant des années il a fait ça.
C'est-à-dire que les parents pensaient envoyer de l'argent à leur fille qui était encore bel et bien vivante alors que pas du tout. Et là, on arrive au moment où John Robinson a pu étendre son catalogue de victimes. On arrive à l'année 1994, l'année où le grand public a commencé à utiliser Internet. Donc forcément, ça demeurait encore un peu inconnu pour tout le monde. On voyait bien le potentiel de la chose, mais on n'en voyait pas forcément les dangers. Et John Robinson, il a bien profité justement des dangers encore masqués de la plateforme. Bien avant que Facebook ne débarque, il y avait d'autres petits sites qui permettaient de se mettre en relation avec des gens, notamment par l'intermédiaire de chat. Et sur ces sites-là, qui pouvaient être notamment à caractère BDSM, John Robinson a adopté un pseudo qui le caractérisait bien. Je vous laisse deviner ce que c'est. C'est sûrement dans le titre de la vidéo, je l'ai sûrement déjà dit. C'est le Slave Master. Et en fait, ce qu'il s'amusait à faire sur des sites où il pouvait parler à des femmes, en fait, c'est contacter des femmes qui voulaient jouer le rôle de la soumise, alors que lui jouait le rôle de dominant. Une de ses premières correspondances, c'était avec une femme de 45 ans du nom de Sheila Fess. Elle avait une jeune fille de 15 ans qui était en fauteuil roulant. Et John Robinson, il a profité justement du mal-être de la jeune fille de 15 ans, fauteuil roulant, en disant « T'inquiète, moi je suis un businessman, je suis un philanthrope, je suis blindé aux as, du coup je pourrais prendre soin de toi et de ta fille. » Il ajoute à cela « Je vais payer les frais médicaux pour ta fille et toi je vais t'offrir un job très bien payé. » Mère et fille, très contentes, déménagent à Kansas City et encore une fois, pouf, disparition des deux femmes. Plus tard, Robinson, sous le nom de Slave Master, devient de plus en plus populaire sur les sites spécialisés en BDSM. D'ailleurs, il prend de plus en plus la confiance. En 1999, il aborde une jeune femme de 21 ans, Isabella Lewica, qui était une immigrante polonaise, qui a elle aussi, suite au mensonge de Robinson, déménagé à Kansas City. Mais avec elle, il a eu un comportement un peu plus particulier. Il lui a pas dit « je vais te filer un job », il lui a dit « je vais me marier avec toi et t'offrir une vie de rêve ». D'ailleurs, il lui a offert une bague de mariage, ils sont allés se marier, ils ont fait un contrat de mariage, mais ils ne l'ont jamais récupéré. Alors que pendant tout ce temps-là, John Robinson, lui, il est marié depuis belle lurette, avec une femme qui s'appelle Nancy, depuis bien longtemps, bien longtemps. Il a même des enfants avec elle. D'ailleurs, il en a pas qu'un, il en a 4. Donc ça veut dire qu'il mène vraiment une totale double vie. C'est pas il a juste une vie de criminel, il a sa vie normale, avec sa famille, où d'ailleurs il passe pour un citoyen plutôt modèle, plutôt gentil, qui a l'air d'avoir de très bonnes manières, alors qu'en fait tu vois que de l'autre côté, il a une vie criminelle et il assassine des femmes. Je pense que les gens qui pouvaient le côtoyer et qui ont découvert ça sont tombés de très haut. Pour cette femme du coup qu'il vient d'épouser, entre guillemets officiellement, il lui fait signer un autre contrat. Cette fois-ci un contrat de BDSM où en gros, il est stipulé à l'intérieur de ce papier que Robinson peut contrôler tous les aspects de la vie d'Isabella Lewica. En gros, il peut contrôler ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, si elle doit faire du sport, quel métier elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire de ses journées, qu'est-ce que lui, il peut lui faire physiquement, mais il a aussi un total accès sur ses comptes bancaires. Et après, encore une fois, pouf, disparition mystérieuse, on ne sait pas ce qu'elle devient. Robinson se défend concernant cette disparition en disant que sa femme, sa fausse femme du coup, l'a quitté, s'est enfui en lui volant de l'argent. Et pour essayer de masquer un petit peu ses traces, il a envoyé des lettres signées de la main d'Isabella à sa famille pour donner des petites nouvelles par-ci par-là. Elle a dit ouais je me suis mariée, truc comme ça, mais elle a jamais donné le nom de son mari. Le mec est pas bête non plus, hein, il ne va pas donner son nom au cas où qu'il y ait des enquêtes ou quoi que ce soit. Mais bon, ça ne va pas arrêter les enquêteurs qui commencent à sentir qu'il se passe quelque chose d'étrange. Parce que effectivement, vous voyez que Robinson, il a eu pas mal d'années de criminels meurtriers à son actif. Et forcément, ça passe pas inaperçu. Les enquêteurs, ils sont pas idiots. Et ils se rendent compte que le nom de Robinson, il ressort quand même pas mal, quoi. Et il ressort à chaque fois pas mal dans des situations où il y a des disparitions mystérieuses. Tu retrouves rien du tout. C'est comme si la personne en soi était partie, mais forcément, il y a de quoi se poser des questions quand plusieurs personnes s'en vont, comme si elles partaient, elles fuguaient quelque part, mais qu'il y a toujours une personne qui est la même dans le truc. Tu te dis, attends, peut-être que lui, il a des trucs à se reprocher. Et c'est après que quelques femmes se plaignent vis-à-vis de John Robinson, parce qu'elles disent qu'il a des propos totalement déplacés à leur rencontre, que les enquêteurs peuvent aller chez lui pour fouiller un petit peu. Oui, ils ne peuvent pas fouiller chez lui directement parce qu'on dit il m'a mal parlé. C'est qu'en fait, une des femmes qui a porté plainte a dit que cet homme, John Robinson, aurait volé des objets de plaisir, si on peut appeler ça comme ça. J'essaye d'éviter la démonétisation un petit peu. Hein. Il aurait volé ça à des femmes. Il lui aurait volé ce type d'objet. Et c'est ce motif-là en particulier, le motif de vol, qui va permettre aux enquêteurs d'aller directement fouiller chez notre homme. Ils sont donc allés chez lui, et là-bas, bon, ils ont trouvé pas ce qu'ils cherchaient de base,
mais ils ont trouvé des réponses à des questions qui pouvaient se poser. Ils ont trouvé dans des conteneurs 2 corps de femmes, le corps d'Isabella, mais également le corps d'une certaine Suzette Houghton qui serait venue à Kansas City pour être l'esclave de John Robinson. Encore une de ces victimes qu'il avait réussi à leurrer via internet. Bon, tu trouves 2 corps chez quelqu'un, le mec, tu te dis pas, tranquille, fais ta vie. Il est arrêté directement. On a également fouillé des garages que possédait John Robinson et également à l'intérieur on aurait trouvé d'autres corps. On a retrouvé le corps de Beverly Bonner, vous savez, la libraire de prison, mais également de Sheila Fess et sa fille qui étaient en fauteuil roulant. Tous les corps qui ont été trouvés présentaient les mêmes lésions, elles avaient été frappées à la tête avec une arme contondante. Donc on peut dire en soi que c'est potentiellement la même personne qui a fait les différents meurtres. Bon là, John Robinson, il est foutu. Il le sait, mais il n'en démord pas. Il n'avoue pas les meurtres. Il les avoue pas directement, parce que le procès a été très long, mais il va formuler ses propos d'une certaine manière, ce qui fait qu'en gros, il l'avoue quand même. Il dit, bon, de toute manière, vous avez suffisamment de preuves pour m'arrêter. Donc, que je dise que c'est moi ou pas, vous le savez déjà. Et ça, les personnes qui sont en charge de le confronter en justice prennent ça pour un aveu. Il est condamné à mort, et aussi à des peines de prison. En fait, ça dépend de certains meurtres, hein. Il y a un meurtre, il va être condamné à mort pour ça. Un autre, il va être condamné à vie, un autre à 60 ans de prison. Il a des condamnations dans tous les sens, il est foutu. Il est donc condamné à mort, mais la sentence n'a toujours pas été exécutée, alors que c'est une affaire qui date un petit peu maintenant. Sa femme, à lui, qu'il avait normalement depuis belle lurette avec ses enfants, a demandé le divorce, ce qui est plutôt en soi compréhensible, je trouve. Je trouve que c'est un motif plutôt valable. T'apprends que ton mari est un assassin qui a tué plein de femmes, ça me semble légitime. On sait aussi que, vous savez, le petit bébé qui avait été refourgué au frère de John Robinson, enfin qu'il avait refourgué à son frère, cette fille-là qui a appris du coup tout ça, elle a demandé expressément à ce qu'il n'y ait aucun film ou livre qui pourrait profiter à John Robinson. Ça se comprend, ça se comprend. En gros, elle ne veut pas que John Robinson se fasse de l'argent et gagne en réputation positive, si on peut dire, sur le dos du meurtre de sa mère et des autres femmes qu'il a assassinées. Au total, John Robinson a assassiné 8 femmes, dont 3 n'ont jamais été retrouvées. On n'a pas retrouvé la moindre trace de leur corps. Donc on ne sait pas en soi ce qu'a fait John Robinson vis-à-vis de ces victimes-là. Est-ce qu'il les a offertes, entre guillemets, à son culte de BDSM, son culte des maîtres, ou est-ce qu'il en a fait autre chose? Ça, on ne sait pas du tout. John Robinson n'a jamais dit ce qu'il en avait fait d'ailleurs une fois qu'il avait été condamné. Lui, il est resté vraiment muet comme une tombe. Et c'est là que se conclut cette affaire criminelle assez incroyable qui est connue comme l'affaire criminelle du premier tueur d'internet. Parce que ce serait le premier tueur qui aurait utilisé internet, comme je vous l'ai expliqué, pour effectuer ses crimes, trouver ses victimes et les assassiner. Les amis, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. C'était une histoire très macabre, très morbide, et je trouve que c'était très fascinant parce que tu vois que cet homme, de base, il avait l'air d'avoir plutôt bon fond parce qu'il a fait les scouts, il voulait devenir prêtre, après il travaillait dans la médecine, tu disais il était tourné plutôt positivement vers les autres, alors qu'au final, il a pris un chemin totalement inverse. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment il s'est servi d'Internet pour justement leurrer ses victimes, parce que ces victimes qui se servaient elles-mêmes d'Internet n'étaient pas au courant des dangers. Elles devaient penser très certainement que les personnes qui se trouvaient de l'autre côté de l'écran étaient des personnes totalement saines d'esprit. Alors qu'en fait, on voit bien qu'il peut y avoir des fous partout, surtout sur Internet. Tatsuya est né en 1979, ses parents étaient médecins et lui, il devait suivre la tradition familiale. Il devait se lancer dans des études de médecine, ce qu'il a fait, sauf que ça ne marchait pas trop pour lui à l'école, du coup il a décidé de se réorienter. Il s'est réorienté dans des études d'horticulture. Il a été diplômé, félicitations à lui, mais malheureusement, il ne trouve pas de travail. Il décide donc de se mettre à l'anglais. Il veut perfectionner cette langue-là pour partir faire la suite de ses études à l'étranger. Pendant ce temps-là, il vit dans un appartement qui appartient à sa famille. Et sa famille lui envoie de l'argent, 100 000 yens par mois, pour subvenir à ses besoins. Mais là, point noir dans la vie de Tatsuya. À ses 28 ans, il passe un examen pour valider son niveau d'anglais et qu'il puisse ensuite partir à l'étranger, sauf que son examen, il le rate. Mécontent, le père de Tatsuya lui annonce que l'argent, c'est fini. Il ne lui versera plus une pièce. Le 20 mars 2007, alors que Tatsuya était à l'extérieur, il était dans le métro de Tokyo et il a remarqué une femme, Lindsay Hawker, et il décide de la suivre. Il la suit jusqu'à chez elle, ce qui est déjà bien chelou, et une fois qu'il est devant chez elle, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne.
L'INSEE avait remarqué qu'elle était suivie, mais une fois qu'elle est chez elle, ayant des colocataires, elle est plutôt rassurée et du coup elle ouvre la porte et elle constate que Tatsuya lui demande un verre d'eau. Elle accepte de lui en donner un, elle le laisse entrer et Tatsuya était un dessinateur à ses heures perdues, du coup il propose pour la remercier de lui tirer le portrait. Après avoir fait ce dessin, il laisse ses coordonnées à l'INSEE et Tatsuya et l'INSEE commencent à échanger un petit peu par email. Ils conviennent d'un rendez-vous ayant un but bien précis, parce que l'INSEE était anglaise. Et justement, c'était du pain béni pour Tatsuya de perfectionner son anglais que d'échanger avec une anglaise. Du coup, ils conviennent d'un rendez-vous le 25 mars pour pouvoir faire un cours privé d'anglais. Bien sûr, il y a une rémunération à la clé, 3500 yens pour l'INSEE à la fin de ce cours. Mais ce que l'INSEE ne savait pas en acceptant ce rendez-vous, c'est que c'était un traquenard et qu'elle n'allait jamais en revenir. On est donc le 25 mars. Tatsuya et l'INSEE se retrouvent dans un café, le cours se passe tranquillement, sans accroc, et vient la fin du cours. Naturellement, l'INSEE demande le paiement qui lui est dû, sauf que Tatsuya lui répond qu'il n'a pas l'argent sur lui, qu'il l'a oublié. Il propose donc à l'INSEE de l'accompagner chez lui pour aller récupérer l'argent et qu'elle puisse être payée. Ils y vont donc en taxi et l'INSEE demande donc au taxi de rester quelques instants devant le logement de Tatsuya pour ensuite repartir. Sauf que le taxi n'attend pas bien longtemps. Il attend à peine 5 minutes et il s'en va. Peut-être que si ce taxi avait patienté ou s'il s'était posé quelques questions, l'affaire aurait été beaucoup plus courte. À partir du moment où l'INSEE pénètre dans le logement de Tatsuya, c'est la fin pour elle. À peine elle a mis les pieds dedans, Tatsuya la pousse, il l'attache et il l'abuse d'elle. C'est là que Tatsuya décide, pas encore d'assassiner sa victime, il décide de la séquestrer pour en faire son objet. Il la place dans une baignoire amovible et il l'attache. Sauf que Tatsuya n'est pas un tueur redoutable, ce n'est pas un criminel endurci. Du coup, il fait des erreurs. Par exemple, il attache assez mal les liens qui sont censés maintenir l'INSEE au cœur. Le temps passe un petit peu, Tatsuya envoie un petit mail à sa petite amie, parce qu'il avait une petite amie à l'époque, pour lui dire que pendant une semaine, il ne pourra pas la voir. Le temps passe encore un petit peu, le lendemain, le 26 mars, l'INSEE arrive à se défaire de ses entraves. Elle tente de s'enfuir, mais malheureusement, Tatsuya sur le pied de guerre la bloque et l'empêche de pouvoir prendre la fuite. C'est là qu'il va commettre l'irréparable et qu'il va l'étrangler à mort. Tatsuya se retrouve avec une victime sur les bras, et c'est là qu'il a été aperçu par différentes caméras de surveillance faire différents allers-retours, dans des quincailleries, dans des magasins, pour acheter différents objets. Après analyse des enquêteurs, après l'affaire, les objets qu'il a achetés en fait c'était de quoi masquer son crime odieux. Il avait acheté de quoi masquer les odeurs, de quoi tenter de masquer le corps, notamment en essayant de le dissoudre. Du coup il a fait plein de mélanges sur le corps de l'INSEE au cœur, qu'il avait replacé dans la fameuse baignoire amovible, et il avait placé cette baignoire sur le balcon. Comme ça, les odeurs pouvaient partir vers l'extérieur, ça aurait moins attiré l'attention que si ça fermentait dans un logement fermé. Sauf que l'INSEE au cœur, elle est professeure, elle a un travail, donc son absence se fait remarquer. C'est le même jour, le 26 mars à 14h30, que l'école où elle travaille signale sa disparition. Des policiers prennent en charge cette affaire et vont fouiller le domicile de l'INSEE au cœur. À son domicile, ils trouvent le fameux dessin que Tatsuya avait dessiné, sur lequel il y avait ses coordonnées. Les policiers décident donc ensuite de se rendre au domicile de ce dernier parce que peut-être qu'il avait des informations en sa possession qui pourraient aider à faire avancer l'affaire de la disparition de l'INSEE au cœur. Et effectivement, quand on sait ce qu'il a fait et de quoi il est responsable, il a toutes les informations en main. Les policiers arrivent à 17h40 devant le domicile, mais au cas où, ils décident d'attendre des renforts. Et c'est 2 heures plus tard que ces renforts vont arriver, à 19h45. Ils se disent peut-être qu'on a un criminel devant nous, du coup, on avait besoin de renforts. Ils sont prêts à intervenir, mais avant ça, ils veulent s'assurer vraiment qu'il y a peut-être quelque chose à craindre. Ils interrogent donc des voisins. Et ces voisins témoignent aux policiers qu'ils ont entendu des bruits étranges qui ont attiré leur attention. Des bruits de métal, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le sol. Ce bruit de métal devait sûrement être la baignoire amovible qui était traînée par Tatsuya pour qu'elle la place sur le balcon. Gentiment, un des voisins de Tatsuya accepte que les policiers viennent voir de par son balcon s'ils arrivent à apercevoir quelque chose chez Tatsuya. Ils ont vu directement sur le balcon, oui, il y a le corps de l'INSEE au cœur. Sauf qu'il faisait trop sombre pour qu'ils puissent discerner la moindre chose qui pourrait leur mettre la puce à l'oreille. Donc clairement, les policiers, ils ont vu la baignoire avec le corps de l'INSEE, mais vu qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas d'éclairage, ils n'ont pas pu voir ce que c'était réellement. Encore quelque chose qui fait que l'affaire aurait pu durer beaucoup moins de temps. Encore 2 heures plus tard, à 21h40, Tatsuya sort de son appartement. Tranquillement. Lui, il était chez lui pendant tout le temps. Il est pieds nus, il a un sac à dos, et il est sorti tranquillement pour aller parler aux policiers devant chez lui. Il s'est dit que s'il allait leur parler comme ça de son plein gré, il paraîtrait peut-être moins suspect. Sauf que les policiers, eux, ils s'en foutent un peu de lui parler. Ce qu'ils veulent, c'est voir ce qu'il y a dans son appartement.
Et quand Tatsuya il comprend ça, il prend ses jambes à son cou et il fuit par un escalier de secours. Tatsuya arrive à s'enfuir en prenant le métro, et là, les policiers perdent sa trace. L'appartement de Tatsuya étant resté ouvert, les policiers ont pu l'investiguer. Et ce qu'ils ont vu, évidemment, c'est le corps de Lindsay Hawker. Donc là, plus de doute. Tatsuya est le meurtrier de Lindsay, et le responsable de sa disparition, qui plus est. Les policiers sont clairement dégoûtés de l'état dans lequel ils trouvent le corps de Lindsay. Elle est nue, encore attachée, elle a des bleus sur tout le corps, elle a des cheveux qui ont été coupés, et les enquêteurs ensuite fouillent l'intérieur du logement de Tatsuya et ils retrouvent dans la poubelle un préservatif usagé. Ils retrouvent dans la cuisine un sac plastique avec les cheveux de la victime. Clairement, les enquêteurs sont arrivés pile poil au moment où Tatsuya essayait de masquer son crime. Il était en plein processus de destruction des preuves. Le lendemain de la découverte du corps de Lindsay Hawker, un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre de Tatsuya Ishihashi. C'est plutôt normal. Il devient l'un des hommes les plus recherchés au niveau national. Des agents de police sont placés sur des routes pour contrôler certains accès. Des chiens sont appelés en renfort pour essayer de renifler sa trace. Et les chiens, malheureusement, se sont arrêtés là où Tatsuya avait pris le métro. Les chiens ont réussi à retrouver des chaussettes qu'il portait à ce moment-là, mais c'est tout. C'est là qu'une gigantesque chasse à l'homme se lance. La famille de la victime demande à toute personne ayant la moindre information, une quelconque donnée qui pourrait faire avancer vers la capture de Tatsuya, de se manifester. D'ailleurs, une récompense d'1 million de yens a été proposée pour quiconque pourrait aider à l'arrestation de Tatsuya, ce qui est énorme. Et cette récompense d'1 million de yens va augmenter tellement on n'arrive pas à capturer cet homme qui pourtant semble plutôt solitaire, qui pourtant ne semble pas si difficile que ça à arrêter. On n'a pas affaire encore une fois à un criminel endurci qui sait ce qu'il fait. Cette récompense est donc passée ensuite à 10 millions de yens. Un an s'écoule sans qu'on ait la moindre trace de Tatsuya. Les enquêteurs décident de diffuser de nouvelles photos de Tatsuya Ishihashi, mais cette fois-ci, ils se doutent qu'il n'est pas resté le même physiquement. Du coup, ils décident d'essayer de changer un petit peu son portrait. Ils lui changent la couleur des cheveux, au cas où qu'il ait changé, par exemple, de teinture. Ils le montrent également déguisé en femme. Ils essayent en soi de montrer en photo aux habitants du Japon plein de moyens qu'aurait eu Tatsuya Ishihashi de se dissimuler. Il aurait pu se déguiser en femme pour passer tranquillement au-delà de tout soupçon, il aurait pu se teindre les cheveux, il aurait pu se couper les cheveux, changer de coiffure, faire plein de choses. Et justement, les policiers essayent d'anticiper ça. Le dessin qu'il avait fait de Lindsay a aussi été diffusé, peut-être que pour se faire un peu de sous, il en aurait fait d'autres à d'autres personnes et peut-être que son style de dessin aurait pu être reconnu, ses vêtements, son style vestimentaire, son sac à dos, celui qu'il portait quand il s'est enfui, tout ça, ça a été diffusé pour vraiment essayer de remettre la main sur lui. Et c'est là que vient une petite théorie dans la tête de certains enquêteurs. La théorie selon laquelle Tatsuya Ishihashi est décédé. Il se serait donné la mort dans un lieu isolé et on ne l'aurait jamais trouvé. Certains pensent ça parce que cet homme a commis un crime venant de nulle part. C'était pas quelque chose forcément de prémédité, en tout cas ce que les enquêteurs pensaient. Du coup ils se disent s'il était vivant, il aurait forcément été attrapé, il aurait fait plein d'erreurs qui auraient mené vers son arrestation. Mais là du coup la grande question c'est où est Tatsuya? Où est-il parti? Eh bien, au début de sa cavale, il a d'abord voulu changer un peu de look. Il a réussi à choper dans une déchetterie quelques vêtements. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'était pas parti sans un sou. Il avait 50 000 yens sur lui, des économies qu'il avait gardées de côté. Et c'est là également que sa transformation physique va débuter. Il a volé un vélo et il s'est rendu dans un hôpital universitaire où il s'est infiltré, il a volé quelques éléments et il s'est enfermé dans des toilettes pour pratiquer une opération chirurgicale sur lui-même, alors qu'il a en soi aucune réelle compétence. Ses études de médecine, rappelez-vous, elles n'ont rien donné. Ce qu'il a fait, c'est qu'avec un fil et une aiguille, il s'est rétréci les narines. Avec un cutter, il s'est enlevé quelques grains de beauté et avec un ciseau, il s'est coupé la lèvre pour la rendre plus fine. Après ça, il quitte l'hôpital et il erre entre plusieurs villes. Il est littéralement en cavale, c'est le mot. Ce qu'il faut savoir, parce qu'il avait quand même un semblant d'intelligence, c'est qu'il avait envoyé un mail à un de ses amis avant qu'il commette son crime, lui disant qu'il voulait le voir prochainement. Sauf que, il s'est dit qu'il allait pas le faire, il allait partir dans la direction opposée de là où vivait cet ami, parce qu'il pensait que la police avait sûrement analysé son ordinateur, qu'ils étaient tombés sur ce mail et que du coup, il l'attendait sûrement là-bas. Pour les Japonais qui pouvaient le croiser, parce qu'ils le croisaient, l'individu qu'ils avaient en face d'eux, c'était simplement un SDF. Parce que, n'ayant pas de logement, Tatsuya dormait dans les gares. En plus, il ne se lavait pas, il était un peu amaigri, il faisait attention à ses dépenses, du coup, il ressemblait typiquement à un sans-abri. Et justement, les finances de Tatsuya commençant à se disperser petit à petit, au fur et à mesure de sa cavale, il se dit il va falloir que je trouve de l'argent. Parce que Tatsuya, ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez incroyable, c'est que il ne veut pas se rendre, mais il est sûr qu'il va se faire choper à un moment donné.
Et il veut pas non plus mourir, il veut pas se donner la mort. Vous voyez un petit peu la mentalité dans laquelle il est? Il veut pas se donner la mort, même s'il sait qu'il est foutu. Il continue sa cavale en se disant je fuis le maximum de temps possible, mais je sais qu'au bout du chemin, je me ferai avoir. Donc Tatsuya cherche des jobs. Il n'en trouve pas, il a beaucoup de mal, du coup à chaque fois il bouge de ville en ville pour essayer d'en trouver. À un moment donné il en trouve, il trouve un travail dans des chantiers de construction, de démolition, où c'est plutôt cool pour lui parce qu'il est plutôt bien payé, il est nourri et logé. Donc pour lui c'est tout bénef. Néanmoins, il y a un point noir. À tout moment il peut se faire reconnaître. Mais bon, apparemment la chirurgie esthétique qui s'est appliquée à lui-même semble fonctionner parce que personne ne semble le reconnaître. Tout se passe bien pour lui, il pense pouvoir reprendre une vie plutôt normale malgré ce qu'il a fait, sauf que quelque chose vient perturber sa tranquillité. Alors qu'il travaillait, à un moment donné il constate quelques patrouilles de police qui stationne non loin de là où il travaille. Il pense qu'il a été retrouvé, du coup, il décide de reprendre sa cavale. Il repart, mais cette fois-ci, ayant travaillé, il a pu renflouer un peu ses caisses. Et avec l'argent qu'il a pu économiser, il décide de refaire une opération de chirurgie esthétique, mais cette fois-ci faite par un professionnel. Cette fois-ci, ce qu'il change, c'est son nez. Tatsuya ensuite repart en cavale, il repart de ville en ville, mais à un moment donné, il décide de s'arrêter dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'il devient un véritable survivant. Il va cultiver des fruits, des légumes, grâce à des compétences qu'il a pu acquérir au cours de ses études, et il reste informé sur l'enquête qui le concerne en écoutant la radio. Et le 5 novembre 2009, soit une dizaine de jours à peu près après son opération chirurgicale du nez faite par un professionnel, l'enquête avance. Un médecin était en train de ranger les différents dossiers de patients, et à un moment donné, il a rangé le dossier de Tatsuya. En regardant bien sa photo, il se dit « ça me dit un truc ». Il analyse en détail avec des collègues la fameuse photo et il constate qu'il y a des choses pas bien faites sur son visage. Une lèvre, des narines, des grains de beauté enlevés. Si on essaye un peu de visualiser le visage tel qu'il était de base avant ses opérations, ça ressemble étonnamment à quelqu'un recherché au niveau national. Il décide donc de transmettre cette information à la police analyse également la photo de son côté, il compare l'ossature du visage de la photo à celle des photos qu'ils avaient déjà de Tatsuya, et là, ça match. Du coup, la nouvelle photo, le nouveau visage de Tatsuya, est rendu public. Et c'est là que les pistes fusent. Beaucoup de gens signalent avoir vu un homme lui ressemblant trait pour trait. Et une personne en particulier, qui a côtoyé de près Tatsuya, va contacter les enquêteurs. L'employeur de Tatsuya quand il travaillait sur les fameux chantiers de construction et de démolition. L'enquête commence donc enfin à avancer. Ce que dit l'employeur, c'est qu'ils ont vécu ensemble dans les logements sur les chantiers. Des empreintes ont été trouvées dans ce fameux logement, ça a été confirmé que c'était bien Tatsuya. Il ne s'était pas présenté comme Tatsuya, il avait été embauché sous un faux nom. Il avait regardé dans les nouvelles locales et il est tombé sur le nom d'un homme qui était décédé, il avait présenté ce nom-là pour se faire embaucher. Et c'est le 10 novembre 2009 qu'un employé travaillant dans un terminal de ferry à Kobe remarque un homme suspect. Et en regardant un peu plus attentivement, il se rend compte que cet homme suspect ressemble aux nouvelles photos diffusées. Il prévient sa hiérarchie et le service de ferry est donc interrompu quelque temps. Tout naturellement, il va voir Tatsuya et lui dit « Désolé monsieur, on a un petit problème, je vous invite à vous rendre vers un autre terminal. » Il le redirige vers un taxi, mais juste avant que Tatsuya monte, l'employé dit au taxi « Appelle la police ». C'est donc au terminal que l'employé avait conseillé à Tatsuya que notre homme est finalement arrêté par la police. On arrive donc maintenant aux interrogatoires et à la procédure judiciaire qui entoure cette affaire. Tatsuya est très silencieux, il n'est pas du tout coopératif. Mais c'est au bout de des heures et des heures d'interrogatoire, même des jours, qu'il va commencer à se délier la langue. Et pour vous dire que ça a été long, ça a duré 23 jours. 23 jours de garde à vue. Bien sûr, il est foutu, hein. Sur ça il n'y a pas de doute. Mais quelque chose va se produire au Japon de très étonnant. Vraiment. Au moment où il se fait arrêter, un fan club de Tatsuya se forme. Ce sont des femmes qui disent être amoureuses de lui, qui le soutiennent, qui disent qu'il n'a rien fait de mal, que ce n'est pas de sa faute, que la vie n'a pas été tendre avec lui, qu'il a perdu son chien, enfin voilà. Vous voyez, elles sont en sa faveur. Limite, elles voudraient qu'il soit libéré, comme s'il n'avait rien fait. Après ça, c'est quelque chose qui s'est déjà produit avec d'autres tueurs. Par exemple, si on prend le tueur Ted Bundy, il y avait également des femmes qui étaient totalement admiratives devant lui, alors qu'il était un serial killer très endurci. D'ailleurs, ce fan club, le fan club de Tatsuya, a fait un appel aux dons pour lui payer ses frais de justice. On en est là. Autre chose d'assez incroyable, c'est que pendant sa détention, Tatsuya a écrit ses mémoires, les mémoires de sa cavale. Ça a été publié et ça a fait un véritable carton. Mais Tatsuya, est-ce que c'est pour essayer de se faire pardonner?
Est-ce que c'est essayer pour duper un petit peu l'opinion publique pour se faire bien voir? Mais il a dit qu'il voulait que l'intégralité des revenus qu'il devait toucher suite à son œuvre devait être reversée à la famille de sa victime, Lindsay Hooker. Sauf que cette dite famille a totalement refusé, parce que pour eux c'était clairement se faire de la thune sur le dos du meurtre de leur fille. Donc ils ont dit on n'en veut pas. Vient donc le procès de Tatsuya. Voici la ligne de défense pour essayer d'alléger sa peine. Tatsuya n'avait aucune intention de tuer Lindsay, mais il l'a fait et il en assumera la responsabilité. Son meurtre n'était pas prémédité. Quand il l'a fait venir chez lui, ce n'était pas dans le but de l'assassiner, c'était vraiment pour lui donner l'argent. Quand on voit un petit peu les faits, tu te dis à quel moment ça a pu déraper alors. Il dit qu'il a coupé les cheveux de Lindsay parce qu'à un moment donné, en voulant la faire taire, en lui mettant la main sur la bouche, ça s'est emmêlé, et du coup c'était plus simple pour lui pour enlever sa main. Il dit qu'il y a des moments où il défaisait les liens de Lindsay pour qu'elle puisse être plus libre dans ses mouvements. Trop sympa le mec. Et dernier point, il aurait essayé de réanimer sa victime. Sur ça, il n'y a pas de preuve formelle. On ne voit pas si c'est vrai ou pas, ça se trouve il dit ça juste pour alléger sa peine. C'est un mystère. Le procès se fait et finalement, Tatsuya est condamné. Il est condamné, mais au bout de 30 ans de peine accomplie, il pourrait demander une libération anticipée. Même si ça a peu de chances d'être accordé. Il pourrait le demander, ce serait son droit, mais après, ce serait pas forcément accepté. Patrick Carney est né dans une famille plutôt joyeuse. Il était le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Il était aimé de ses parents. Il n'y avait pas d'état d'alcoolisme ou de prise de drogue dans le comportement de ses parents. Donc on pourrait se dire qu'il avait une enfance qui ressemble à celle de tout le monde. Sauf que là où il y a eu quelque chose qui a tourné son esprit vers le domaine criminel, ça s'est pas passé dans son foyer familial, ça s'est passé dans le milieu scolaire. C'était un jeune homme plutôt faible, assez fébrile. En gros, c'était pas quelqu'un qui aimait jouer des gros bras, et ça se remarquait à l'école. Ça se remarquait au point qu'il était devenu victime d'harcèlement. Il se faisait harceler, il se faisait frapper, et ça a duré pendant toute sa scolarité. En quittant l'adolescence et l'école, il est sorti avec un diplôme, mais également avec une idée très obscène dans la tête, celle de tuer des gens. Il a quitté Los Angeles pour aller vivre au Texas, là-bas il a rencontré l'amour, un amour qui n'a pas duré avec une femme, et il a divorcé. Il a divorcé de 1 parce que l'amour n'était pas réel et de 2 parce qu'il préférait tout simplement être en relation avec des hommes. Il est parti ensuite s'installer de nouveau en Californie où il a travaillé en tant qu'ingénieur pour la société Hugh Aircraft. Hugh Aircraft est une société de construction aérospatiale qui a été fondée par un homme très connu, Howard Hughes. Howard Hughes c'était un businessman, un aviateur qui a eu une vie vraiment fascinante. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo un jour sur le sujet parce que c'est une histoire que je trouve tout simplement intéressante. Il me semble qu'il y a eu un film sur lui qui s'appelle Aviator avec Leonardo DiCaprio. J'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'est son histoire. Bon, jusque-là, notre homme a une vie plutôt banale. Banale, mis à part le fait que lui, il a envie de tuer des gens. Pendant ses années de célibat, moins attiré par des relations longue durée que par des relations d'un soir, il va partir à la recherche de conquête d'une nuit, pour perfectionner ses techniques de drague, et il va avoir déjà, si on peut dire ça comme ça, des cibles fétiches. Ce sont des hommes qui sont plus grands et plus forts que lui, comme s'il présentait en soi l'appréciation d'être dominé. Quelque chose qu'il aurait développé en soi pendant sa scolarité en étant dominé par d'autres personnes pendant son harcèlement scolaire. En 1967, basé à Los Angeles, Patrick Carney va rencontrer un homme qui va devenir son compagnon, un homme qui est plus jeune que lui qui s'appelle David Hill. David Hill et Patrick Carney n'ont pas une relation des plus harmonieuses. Ils passent beaucoup de temps à se disputer, ce qui donne l'occasion, après ces disputes à Patrick Carney, de partir en virée nocturne, où lui il dit que c'est simplement pour se changer les idées, alors qu'en fait, ce sont des nuits non pas de remise en question, mais des nuits de traque. Pendant ces nuits-là, Patrick Carney va s'approcher d'autostoppeurs, il va aller dans des bars pour personnes du même sexe, et il va séduire les personnes qu'il va côtoyer. C'est sûr qu'après avoir exercé ses techniques de drague pendant ces années de célibat, il devait être plutôt rodé et savoir comment mettre en confiance quelqu'un. Et c'est là qu'il va ensuite commettre ses crimes atroces. Il a un mode opératoire assez particulier. Il ne torture pas ses victimes, il n'abuse pas d'elles alors qu'elles sont en vie, il n'a pas un plaisir de sadisme. Ce qu'il aime, lui, c'est s'adonner à des plaisirs malsains
une fois que ses victimes sont décédées. Donc l'acte meurtrier, il va le commettre très rapidement et très brutalement. Quand je dis brutalement, c'est vraiment qu'il n'a aucune pitié. Il va tirer généralement une balle dans la tête de sa victime, ce qui va la tuer sur le coup, et ensuite il va s'adonner à des actes, avoir des relations intimes avec le corps de ses victimes qui sont maintenant décédées. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il va pas d'abord couper un bras, puis couper une jambe et après achever. Non, lui, il veut que la mort de sa victime soit rapide pour ensuite se donner du plaisir. Après avoir commis tous ces crimes atroces, il va démembrer ses victimes, les mettre dans des sacs poubelles et ensuite disséminer les sacs dans des terrains vagues, sur des autoroutes. Il n'a pas d'endroit particulier, il n'y a pas une zone où il va enterrer tous ses corps. Il avait une sorte de curiosité malsaine parce qu'il s'adonnait également à des actes sur ses victimes, un peu à la manière d'un chirurgien. Il avait une certaine curiosité du corps humain, du coup, une fois que ses victimes étaient décédées avec un scalpel, parfois il enlevait des visages, parfois il disséquait certaines parties du corps pour en observer vraiment l'anatomie. Le premier meurtre officiel qu'on a pu relier à notre homme est un meurtre qui a été commis peu de temps après que Patrick Carney et David Hill aient emménagé ensemble. Ils étaient en visite dans une ville pour rendre visite à un ami de David Hill, et la victime qu'a fait Patrick Carney, on ne sait pas qui c'est. Tout simplement parce que le corps de la victime était tellement endommagé que son identification était impossible. Après avoir avoué ce crime-là quand il a été arrêté plus tard, Carney a dit que c'était un individu qu'il ne connaissait uniquement sous le nom de George, qu'il avait été abattu d'une balle entre les deux yeux, qu'il s'est pris dans la chambre de son appartement. Après cela, Patrick Carney a transporté le corps de la chambre à la salle de bain pour s'adonner à des actes infâmes. Après ça, il l'a démembré et il l'a dépecé. Dépecé, ça veut dire qu'il lui a littéralement enlevé toute la peau de son corps. Il a également ôté la balle de la tête pour éviter qu'il y ait un rapprochement fait entre la balle utilisée, l'arme qui a été utilisée et que tout ça soit utilisé pour être ramené en soi vers Patrick Carney. Et après ça, il a brûlé le corps de sa victime dans son garage. Après ce premier meurtre, Patrick Carney, rassasié, ayant eu sa dose de crime, s'est arrêté pendant 1 an, mais ensuite ses envies malsaines sont revenues. Une fois qu'il se remet à commettre des crimes, il les commet à peu près à une période régulière, à chaque fois à un intervalle d'1 mois, quasiment. Comme je vous l'ai dit, il trouve ses victimes soit sur la route, des autostoppeurs, soit dans des bars pour personnes de même sexe. Il met les personnes en confiance, il les emmène dans sa voiture, et une fois qu'ils sont dans sa voiture, là, sans faire la discussion ou quoi que ce soit, il leur tire une balle, juste au-dessus de la tempe, pour mettre fin à leur jour le plus rapidement possible. Après ça, il cherche un endroit isolé, il sort le corps de la voiture, et il se donne à des actes qui lui donnent beaucoup de plaisir sur les corps des personnes qu'il vient d'assassiner. Après ça, il bouge, il ne laisse pas le cadavre là où il a effectué des actes infâmes. Il va dans un autre terrain vague et il jette le cadavre comme ça dans un sac poubelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il laisse aussi les corps, c'est glauque, hein, dans des endroits où il y a des charognards. Les charognards sont des animaux en gros qui vont bouffer des restes de corps vivants, mais c'est pas des animaux qui sont dangereux en soi parce qu'ils vont pas s'attaquer à un être vivant, ils vont s'attaquer à un corps qui a été mis en l'état par quelque chose d'autre. Donc ces animaux-là allaient bouffer les restes de victimes de Patrick Carney. De temps en temps, pour essayer de rendre l'identification des corps le plus difficile possible, il peut frapper les cadavres de ses victimes pour essayer de leur déformer le visage, notamment. Donc c'était un tueur qui était plutôt violent, mais qui avait une violence post-mortem. Il n'était pas d'un sadisme brut, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à avoir la souffrance chez ses victimes, mais il aimait causer de la souffrance post-mortem. Je ne sais pas comment on pourrait catégoriser ça en termes de psychologie. Il doit y avoir un terme, hein, sûrement quelque chose comme ça qui sert à montrer, voilà, il aime faire subir des sévices, mais c'est plus dans un aspect de, entre guillemets, il se défoule sur quelqu'un, plutôt que de voir quelqu'un souffrir. Je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Pendant sa carrière criminelle, il n'a pas eu de victimes préférées, ça a toujours été des hommes néanmoins, mais en termes d'âge, là, c'était plutôt hétérogène. C'était généralement des jeunes hommes, des jeunes adultes, mais il s'est quand même attaqué une fois à un enfant de 8 ans. Un jeune garçon de 8 ans en 1977 qui a été approché par Patrick Carney alors que le jeune garçon faisait de la bicyclette. Ça, c'est l'avant-dernière victime de Patrick Carney. La dernière victime, et celle qui a permis de l'interpeller, c'était un jeune garçon du nom de John Lamey qui était âgé de 17 ans, qui avait averti un de ses voisins qu'il allait retrouver un de ses amis, un homme du nom de Dave, dont il avait fait connaissance dans une salle de sport. Le fameux Dave, c'était David Hill, le compagnon de Patrick Carney, sauf qu'en arrivant au domicile de Dave, il ne trouve pas David Hill, il trouve Patrick Carney. Ils vivaient ensemble, Patrick dit que David est sorti et que du coup le jeune homme peut attendre avec lui dans la maison, chose que le jeune homme accepte. Ils regardent la télévision ensemble et à un moment donné, sans rien dire, Patrick Carney s'éclipse du salon, va chercher son pistolet et tire sur le jeune homme dans la nuque, le tuant sur le coup. Après ça, il démembre son corps et il le jette dans le désert. 5 jours après son meurtre, le 18 mars 1977, les restes du jeune garçon assassiné sont retrouvés par la police. Ils mènent leur enquête et ils découvrent que, avant son meurtre,
Le jeune garçon avait été vu en compagnie de David Hill, mais également de Patrick Kearney. Le voisin dit également qu'avant sa disparition, il devait se rendre chez un fameux Dave. Donc, la carrière criminelle de Patrick Kearney semble arriver à son terme. Sauf que lui ne voit pas ça de cet œil. Il décide de prendre la fuite avec son compagnon David Hill. Cette cavale dure jusqu'au 1er juillet 1977, le jour où il est finalement arrêté. David Hill, lui, n'est pas inculpé, il est relâché parce qu'il est vrai que lui, son implication dans les crimes commis par Patrick Kearney était totalement nulle. Lui, il n'avait rien fait, il ne sait pas forcément pourquoi il était parti en cavale, il était peut-être même pas au courant qu'il était en cavale. Ça se trouve, Patrick Kearney a dit viens, on part en vacances quelques mois, il a dit ok, je te suis. Donc, il a été relâché pour toutes ces raisons. Par contre, c'est pas du tout la même situation pour Patrick Kearney. Patrick Kearney, lui, d'emblée, il a tout avoué. Il avoue d'abord avoir commis 28 meurtres, et puis plus tard il revient sur sa confession en disant qu'il en aurait commis 7 de plus. Il plaide coupable parce qu'il ne veut pas du tout aller dans le couloir de la mort, et il se dit qu'en allant dans le sens des accusations, il pourrait l'éviter. Et il avait raison. Il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné à la prison à vie. C'est le 21 décembre 1977 que Patrick Kearney a fait son entrée dans la prison d'État de Californie, où il réside encore actuellement. On en a fini pour cette histoire. Je trouvais que c'était une histoire assez intéressante parce que le mode opératoire de cet homme était assez particulier. Et puis, il n'a pas eu la carrière criminelle la plus exaltante, on va dire. Il n'était pas comme un autre tueur qui pouvait piéger ses victimes, aller suivre, qui a dupé une personne pour aller chez elle. Et puis chez elle, il y avait la famille, il a tué la personne qui l'a invité, les enfants, etc. C'est quelqu'un qui allait... un peu, je sais plus qui était comme ça, mais il y en avait un autre qui allait droit au but, tu vois, il commettait ses crimes, genre c'était du rapide. Lui c'était ça, lui c'était même pas forcément, je pense, le meurtre qui l'intéressait, c'était les sévices qu'il faisait après. Alors que pour certaines personnes, c'est vraiment voir les personnes souffrir et ensuite tuer qui sont leur motivation. C'est comme si d'un côté, il voulait faire subir ce qu'il avait vécu quand il était adolescent à ses victimes, mais qu'il ne voulait pas qu'elles ressentent la douleur que lui avait pu ressentir quand il était plus jeune.